La compagnie Style Me Up est un retailer qui vend principalement des objets en ligne. Aujourd'hui, sur plus de 300 000 commandes en ligne, on va détecter des fraudes en utilisant les flags dans le passé de transactions qui étaient frauduleuses, mais aussi en augmentant nos données avec des données externes. Nous allons utiliser le provider IP Info qui va augmenter les données sur les adresses IP en ajoutant une localisation des adresses IP et des informations sur les VPN. Ensuite, on va prédire quelles transactions sont frauduleuses. Commençons par importer ici dans mon Jupyter Notebook la librairie Snowpark. Nous allons utiliser 3 Jupyter Notebooks aujourd'hui. Le premier, on va préparer les données. Dans le deuxième, on va continuer ces données et les augmenter avec IP Info. Et dans le troisième notebook, ici, on va faire les prédictions, la fraude détection. Dans le premier notebook, on commence par importer les librairies de Snowpark qui nous permettent d'exécuter du code Python directement sur Snowflake. On voit que la version de Snowpark que j'utilise est 0,7. Ensuite, je supprime les tables existantes, je crée un nouveau stage, UDF stage, et je select ma warehouse, ma database et mon schema. On voit que j'utilise Compute Warehouse dans ma sandbox et dans un schema qui s'appelle Fraud Demo. Je vais créer un stage afin de mettre les données que nous allons utiliser aujourd'hui pour détecter ces fraudes. Donc j'y insère 2 fichiers CSV, Orders et Orders Details, qui contiennent plus de 300 000 commandes en ligne. On va essayer de lire le fichier Orders dans un Pandas Data Frame et on voit ici les types de données de ce data frame. Donc, est-ce que c'est une fraude, la transaction ID, l'adresse IP, la ville, l'endroit où les objets ont été envoyés, le type de paiement et le montant de la transaction. On va ici changer le type de données pour join key et pour zip code en les transformant en string. Et ensuite, la première table, orders, on va l'insérer dans Snowflake en utilisant ici la méthode writePandas pour insérer un pandas data frame en tant que table dans Snowflake. Une fois que c'est fini, on utilise une deuxième méthode ici pour vous montrer comment insérer avec un schéma, avec structure type, pour donner ici les types de données. Et on peut utiliser ce schéma lorsqu'on insère ici en faisant un session read schema. On skip le header et puis on insère le CSV ici avec les détails. Voilà. Et enfin, on exécute write qui va donc écrire les données de ces détails de commande dans une table qui s'appelle Order Details sur Snowflake. Et on ferme la session. Maintenant que les données sont insérées dans Snowflake, on va commencer à augmenter ces données avec les informations de IP Info. Avant de définir ces fonctions en Python, je vais vous montrer comment acquérir les données de IP Info dans Snowflake. Ici, quand vous êtes dans l'interface de Snowflake, de la Marketplace, vous pouvez chercher pour le provider IP Info et utiliser IP Address Privacy Detection. Et dans ce dataset, vous pouvez ici le demander et ouvrir le dataset directement depuis l'interface SnowSite. Dans IP Info, ce que vous allez retrouver ici, c'est un schéma qui s'appelle public avec quelques tables. Aujourd'hui, nous allons utiliser Privacy et Location. Privacy, si on regarde les données qu'il y a dedans, vous voyez toute une liste d'adresses IP et on voit si ces adresses sont hostées, s'il y a un proxy, si on utilise le browser Tor, s'il y a un VPN qu'on va utiliser aujourd'hui, donc est-ce que la personne se connecte avec un VPN ou pas, s'il y a un relais ou un service. Et enfin, dans Location, il y a une table ici de traduction de toutes les adresses IP à une localisation. Une ville, une région, un pays, une latitude et une longitude. Utilisons maintenant ces données dans notre analyse. On définit d'abord quelques fonctions qui vont être utilisées plus tard pour augmenter nos données. ToJoinKey est built-in afin de changer la façon dont la fonction ToJoinKey fonctionne. Et ensuite, quelques fonctions qui nous permettent d'enrichir avec des coordonnées géographiques nos données. Donc c'est là qu'on va rechercher dans IP Info, IP Address, Privacy, Public Location,
la table que je viens de vous montrer, c'est là qu'on va rechercher la longitude et la latitude. On fait cela pour l'adresse IP et on fait cela pour l'adresse de shipping, l'adresse où les biens sont envoyés. Et on va mesurer la distance entre l'adresse IP qui a fait la commande et l'adresse de shipping où les biens sont envoyés. L'hypothèse étant que si quelqu'un commande des biens sur Internet et est très loin de la destination où ces biens vont être livrés, c'est une transaction un peu suspecte. De même ici, on importe d'abord les librairies nécessaires pour travailler sur Snowpark et on se connecte en créant une session avec Session Builder Configs sur Snowflake. Mais mon mot de passe et mon utilisateur sont dans ce fichier ici, Snowflake Connection Properties, qui est un fichier séparé. Ensuite, dans un data frame, ici, on va aller rechercher la table orders qu'on a créée juste avant et la table orders details. Donc, avec ceci, on peut travailler directement dans Snowflake avec une table qui pourrait faire des terabytes. Dans ce cas-ci, on a 300 000 transactions sur mon site web. On voit que j'ai un shipping zip code, shipping state et une IP adresse. Voilà. On va commencer par faire une agrégation ici avec le prix moyen par transaction. Pour chaque transaction, on va faire une agrégation sur l'average du order details price, donc le prix moyen par transaction. On va ajouter cette feature et ensuite on va donc aller utiliser IP info address privacy public privacy afin de rajouter si l'adresse IP qui accède donc le site web ici de Style Me Up est masquée ou pas. Si cette personne utilisait un VPN, on va considérer qu'il était masqué. Si elle n'utilise pas de VPN, on considère que ce n'est pas masqué. De même s'il y a un proxy ou Tor. Dans ce cas-là, ce sera considéré comme étant masqué. Donc l'enrichissement ici se fait du côté de Snowflake et puis on fait un sample de 15 lignes qu'on vient afficher ici. Par exemple, on a la transaction ID, on a l'IP adresse et on voit si l'utilisateur utilisait un masque ou pas, true ou pas. Et ensuite, on va utiliser la fonction que je vous ai montrée au début pour les géocoordinates, donc pour les coordonnées géographiques, afin d'enrichir notre dataset au niveau de là où la commande a été passée, donc l'adresse IP, mais aussi de l'endroit où les biens sont envoyés, la shipping location. Dans ce cas-ci, on utilise donc IP info location, la table que je vous ai montrée au début, afin d'extraire la localisation de chaque adresse IP. Donc à partir de l'IP adresse, on obtient une IP order longitude et latitude. Et pour le shipping zip code, on obtient shipping latitude, shipping longitude. Et à partir de ces deux informations ici, donc l'order et la shipping location, on peut calculer une distance. C'est ce qu'on va faire ici dans la prochaine fonction. Donc ce qu'on fait ici, distance data frame, on va aller faire des points avec la fonction estimatePoint pour donc la longitude et la latitude de l'IP adresse, et même chose avec le shipping. Donc on a order location, longitude et latitude. Avec ça, on obtient un point qui va être localisé sur la Terre. Même chose ici, on va faire un point à partir de la longitude et la latitude de l'endroit où les biens ont été envoyés. Et ensuite, on utilise ST-distance pour mesurer la distance entre ces deux points, donc en mètres et puis en kilomètres. Donc ici, par exemple, pour la première commande, on voit l'IP adresse et le shipping zip code. Donc l'IP adresse, voici la longitude et la latitude. Le shipping zip code, voici la longitude et la latitude. Et on voit que la distance est de 6 km entre les deux. Ici, 0 km, par exemple, c'est exactement le même point. Si la distance était à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres, ça pourrait être une transaction qui est considérée suspecte. Maintenant, nous avons augmenté les données, nous les avons enrichies. On va créer une nouvelle table qu'on va appeler Enriched Data sur Snowflake. On en prend un sample, ici, de 20 000 lignes, et on affiche un peu, nous avons nos données enrichies avec notre shipping longitude, notre shipping latitude, même chose pour l'adresse IP, ainsi que la distance entre l'adresse IP et le shipping. Et on a aussi notre colonne ici, isMasked, qui nous dit si l'utilisateur utilisait un VPN ou Tor. Finalement, on
enregistre ici notre data frame comme une nouvelle table, New Transaction, qu'on va réutiliser par après pour tester notre modèle. Nous allons dans le troisième Jupyter Notebook. Donc à partir de toutes ces données, on va essayer de prédire quelles transactions sont frauduleuses. Donc on commence, même chose, par importer les librairies nécessaires pour travailler sur Snowflake Snowpark. On crée une session à partir de Session Builder et les configurations, ici mon mot de passe et mon utilisateur. Et on va chercher un train dataset. En fait, on va rechercher la table Enrich Data qu'on vient de créer et on va sample 20 000 lignes dans cette table. Une fois que c'est fait, on va visualiser les colonnes fraude, masque typé et toutes les transactions qui sont considérées comme frauduleuses et où l'adresse IP était aussi masquée. On voit qu'on a 1796 transactions sur nos 20 000 qui étaient frauduleuses. On voit qu'on a 682 utilisateurs qui utilisaient une adresse IP masquée. Et entre les deux, on voit que 72 utilisateurs avaient une adresse IP masquée quand ils ont fait une fraude. Ensuite, on va préparer notre modèle. Ici, on prépare toutes nos features et toutes nos features encodées. Et finalement, ici, dans la ligne Setup Pipeline, on va utiliser Scikit-learn afin de créer un modèle de prédiction. On définit ici X et Y pour le modèle, les poids. On définit notre split entre les datasets de test et de training. Et on crée un pipeline de machine learning ici. Avec la commande model.fit, on va entraîner un modèle qui va apprendre sur nos données quelles transactions ont tendance à être frauduleuses, quelles transactions ne le sont pas. Dans ce cas-ci, on utilise des données assez simples. On va voir le résultat. Nous avons une accuracy ici de 100%. Donc on arrive à prédire 100% des transactions frauduleuses. Si on regarde notre confusion matrix, ici on voit qu'on a forcément donc 436, 100% de true positifs et 100% de true negatives dans ce modèle-ci. Et si on regarde quelles sont les features qui ont eu de l'importance pour créer ce modèle, on voit que le shipping zip code a eu le plus d'importance, mais on voit que les features qu'on a créées avec le average price per item et la distance entre le point de la commande et le point où les objets sont envoyés sont aussi relativement importants. Finalement, ici, nous avons fait le training donc, en local et on peut enregistrer cette fonction de prédiction dans Snowflake. Donc on peut créer une UDF, une User Defined Function, dans Snowflake très facilement ici avec ce petit décorateur @UDF. Ensuite, on définit la fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une ligne et sur cette ligne, elle va return model predict row. Donc en fait, le modèle, c'est ce qu'on a créé juste au-dessus. Ici, c'est ce qu'on a créé ici dans notre pipeline de machine learning. C'est ce modèle ici. Et sur ce modèle, on va appeler predict et on va lui donner chaque ligne. Donc ligne par ligne, on va prédire si c'est une fraude ou pas. On va l'enregistrer dans Snowflake. Et ensuite, on va aller rechercher la table qu'on avait créée juste avant, New Transaction Data, nos 20 000 transactions ici. Et on va tester finalement sur ces 20 000 transactions cette fonction Predict Retail Fraud. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait de Snowpark? On va créer un UDF, select, et on va tester call UDF. On va appeler notre UDF qu'on vient de créer, Predict Retail Fraud, sur toutes les lignes de ce dataset New Transaction Data. Et le résultat de cette prédiction, on va l'écrire dans une table. On va faire un point write mode overwrite save as table. Donc on va créer une nouvelle table qui va s'appeler fraude détection et qui va contenir le résultat de notre fonction. Est-ce que c'était une fraude ou pas pour chacune de ces 20 000 lignes? On lance la fonction. Et maintenant que la fonction est lancée, on peut retourner du côté de Snowflake afin de voir comment la fonction s'exécute. Si on va dans l'activité ici, Query History, on peut voir toutes les queries qui sont exécutées du côté de Snowflake. Donc on voit ici que Sandbox est en train de lancer une query depuis 16 secondes, Create or Replace Table Fraud Detection. Et dans cette table Fraud Detection, j'utilise ma fonction en Python qui me permet de prédire si j'ai une fraude ou pas. Donc on va aller voir cette transaction un peu plus en détail. Et dans le profil de la query, d'abord, dans la première étape, je crée la table. Et puis dans l'étape 2, on voit que j'appelle une extension function. Donc après avoir fait un table scan, ici je vais chercher les 20 000 lignes.
et on lance une Python UDF, 15 millisecondes par exécution, mais comme elle s'exécute 20 000 fois, eh bien ça prend quand même 1 minute. On voit ici que j'ai 16 463 exécutions, donc dans quelques secondes, l'exécution se terminera pour mes 20 000 lignes. On va retourner du côté Python et on voit que la table est exécutée. Ensuite, on peut voir le résultat avec un petit sample ici. On prend 20 lignes de la table. On voit que sur ces 20 lignes, je n'ai aucune transaction frauduleuse. Si je prends 20 autres lignes au hasard, je n'ai toujours pas de fraude. Et si j'en prends encore ici, je vois que j'ai 3 fraudes. Celle-ci, celle-ci et celle-ci sont considérées comme frauduleuses. Voilà comment un retailer peut utiliser ses propres données de transactions et les expériences dans le passé sur les fraudes pour créer un modèle avec Snowpark et exécuter de l'inférence en masse sur Snowpark. Et en plus, on a utilisé des fonctions géographiques afin de mesurer la distance entre deux points, les points de commande et les points de livraison. Et on a utilisé des données externes du provider IPinfo afin d'avoir plus d'informations sur la façon dont les utilisateurs accèdent au site web, avec un VPN ou pas de VPN par exemple.